L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 233. Ce soir, mon invité est le sénateur de Paris, Rémi Féraud. L'hebdo politique. Rémi Féraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de Paris depuis 2017. Vous avez été entre 2008 et 2017 maire du 10e arrondissement de Paris et vous êtes aujourd'hui toujours conseiller de Paris et président du groupe Paris en commun qui soutient Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Beaucoup d'actualités entre la vie nationale et la vie locale parisienne. Mais commençons d'abord par la situation du Parti socialiste. Votre parti, donc, vous en êtes membre depuis votre plus jeune âge. En 1994, vous avez pris votre carte à l'époque où François Mitterrand était encore président. Alors qu'est-ce qui, à cette époque, vous attirait dans ce parti ? Ce qui m'a conduit à adhérer au Parti socialiste, c'était après les élections législatives de 1993 qui avaient vu la victoire de la droite, mais aussi une gauche qu'on disait morte. C'était ma volonté de faire quelque chose pour justement prouver que la gauche n'était pas morte et qu'il fallait la reconstruire et que c'était possible. Et donc j'étais étudiant et j'ai poussé la porte du mouvement des jeunes socialistes à ce moment-là, sans savoir que je ferais ensuite une carrière politique, bien sûr, à ce moment-là. Mais c'était ma volonté de participer à la reconstruction de la gauche. D'ailleurs, les périodes ne sont pas identiques. Mais on peut trouver, bien sûr, dans cette période de 1993-95, des points communs avec aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, la situation est particulièrement complexe au PS, malgré un ancrage local fort. Le parti a du mal à exister encore dans le débat, écartelé entre la Macronie d'une part, la NUPES d'autre part, différentes lignes politiques qui se sont d'ailleurs affrontées pour élire un nouveau secrétaire général récemment. Un second tour catastrophique a vu les deux candidats finalistes revendiquer chacun leur tour leur victoire. Il y a eu des dénonciations de fraude, même bref, une bien mauvaise image finalement pour le Parti socialiste. Finalement, donc suite à un arrangement, Olivier Faure a été désigné à nouveau premier secrétaire du parti et Nicolas Mayer-Rossignol et Johanna Rolland seront premiers secrétaires délégués. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Alors, je soutenais Nicolas Mayer-Rossignol et le texte d'orientation qu'il portait pour que la gauche ne soit pas dans la seule perspective d'une domination de LFI dans le cadre de la NUPES, sans perspective d'évolution, avec un parti socialiste qui retrouve sa place centrale, sa dynamique et sa capacité d'impulser une nouvelle gauche. Et donc, comme tous les militants, j'ai vécu avec une certaine inquiétude la semaine après l'élection du premier secrétaire, 50-50, même si on pouvait s'attendre à un résultat proche du 50-50 et donc à des contestations. J'ai regretté que le PS en soit encore aujourd'hui à être incapable d'organiser dans chacune de ses sections un scrutin transparent. Mais je me réjouis d'abord que les militants socialistes, par leur vote, qui était une surprise, aient mis un coup d'arrêt à cet enfermement dans une gauche dominée par LFI et aient voulu redresser la tête. Et que cela oblige Olivier Faure, reconduit comme premier secrétaire, à le prendre en compte dans l'orientation du parti, je le crois demain, mais aussi dans la gouvernance avec deux premiers secrétaires délégués, dont Nicolas Mayer-Rossignol. L'arrangement, comme vous dites, qui est un accord politique ça permettra un meilleur équilibre au sein du parti. Cet accord politique conforme au vote des militants socialistes, à l'esprit de leur vote, et c'est ça qui me semble important. Il représente l'ensemble du Parti socialiste. Quels doivent être les grands objectifs maintenant du Parti socialiste, maintenant que la nouvelle équipe dirigeante est en place ? Ça doit être de retrouver ses couleurs et de retrouver des couleurs, de se remettre au travail, de défendre les siens, et d'imprimer sa marque dans l'union de la gauche. Et je crois que c'est ce que nous faisons ici au Sénat, et c'est ce que fait aussi le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bref, nous avons tout à reconstruire. Cela demande du travail, et aussi la volonté et la fierté de notre identité politique, où, comme vous le disiez
vous-même dans votre introduction, nous ne sommes ni macronistes, et nous ne le serons jamais, ni mélenchonistes. Nous voulons une union de la gauche qui soit en capacité de porter un projet et une alternative pour 2027. Et nous voulons aussi une union de la gauche qui continue dans les territoires où nous sommes en responsabilité, où nous changeons aussi la vie, où nous menons des politiques publiques. Nous voulons continuer de le faire, évidemment, et non pas balayer cela d'un revers de main. Et pour commencer donc cette nouvelle page au PS, il y a déjà cette réforme des retraites. Vous êtes très mobilisé sur le sujet. Vous avez participé avec plusieurs députés de la NUPES à une réunion publique dans le 10e arrondissement. Vous étiez ancien maire. Vous avez manifesté dans la rue contre cette réforme aussi, également. Un sondage IFOP affirme que 69% des Français sont contre cette réforme. Vous le ressentez, vous aussi, au quotidien ? Oui, je ne connais d'ailleurs quasiment personne qui soit pour, et 69% des Français sont contre, mais le chiffre est encore plus élevé chez ceux qui travaillent, et le gouvernement, pour le moment, fait la sourde oreille, même s'il est sur la défensive, et toute notre force doit être mise dans cette bataille contre cette régression sociale. C'est extrêmement important, politiquement, pour la gauche, mais aussi pour le pays. Si cette réforme passe, si cette injustice passe, alors je suis très inquiet pour les conséquences dans le pays ensuite. Le débat a justement débuté cette semaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, dans une ambiance très tendue. Les députés de la NUPES empêchant le ministre du Travail de prendre la parole, Olivier Dussopt. Depuis le Sénat, comment est-ce que vous avez vu cette scène ? Est-ce que cette scène vous a surpris ? Elle ne m'a pas surpris, parce que c'est l'ambiance de l'Assemblée nationale. Je crois que... Certains dénoncent une zadisation, une bordélisation. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Je pense que parfois, il faut faire attention à l'image qu'on renvoie aux Français dans la tenue des débats parlementaires. Ça veut parfois décrédibiliser un peu le combat ? Oui, mais c'est un détail. Parce que pour l'essentiel, j'ai vu aussi des interventions magnifiques, celle de François Ruffin. L'interpellation hier de notre collègue socialiste Iñaki Echaniz, qui a renvoyé Olivier Dussopt à son imposture. Il avait posé exactement la même question qu'il avait posée il y a 10 ans. Et il ne s'en est même pas rendu compte dans sa réponse, Olivier Dussopt. Donc ne focalisons pas toujours sur l'accessoire ou sur certains moments de tension du débat parlementaire qui en effet existent à l'Assemblée et ne sont pas du tout les mêmes au Sénat. Pensons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, malgré ses différences, ses divergences, ses désaccords, est entièrement unie et mobilisée dans la défense des Français contre la réforme des retraites. Alors sur cette réforme des retraites, si on sort un peu du spectre français et qu'on regarde un peu chez nos voisins, on voit qu'au Royaume-Uni, c'est 66 ans, en Espagne, on part à la retraite à 65 ans, en Allemagne, c'est 65 ans et 10 mois, et ça passera progressivement à 67 ans en 2031. En Italie, c'est déjà 67 ans. Alors quand on voit nos voisins, c'est vrai que l'on peut se demander pourquoi la France devrait rester une exception en Europe. Mais quel est notre modèle social ? Quel est notre objectif en termes de modèle social ? C'est cela la question qu'il faut se poser. Et quand on fait des comparatifs, il faut tout comparer. En Allemagne, l'emploi des seniors est bien plus développé qu'en France. Au Danemark, il y a une allocation jeunesse. Au Royaume-Uni, est-ce que c'est vraiment le modèle social qu'on veut pour notre pays ? Donc ces comparaisons européennes sont à la fois, quand elles sont faites, toujours incomplètes, et par ailleurs, est-ce que c'est notre ambition ? Est-ce qu'il y a une exception culturelle dans ces pays d'Europe ? Non. Donc est-ce qu'on doit la supprimer en France ? Moi, je pense qu'il faut tout mettre sur la table quand on fait des comparaisons et donner aussi de l'espoir aux Français. Depuis 2017, Emmanuel Macron mène ce qu'il appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire des baisses d'impôts pour les entreprises et pour les plus riches qui détiennent le capital, et cela devait ruisseler. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une réforme de ruissellement à l'envers. C'est assez désespérant pour les Français, et moi je m'inquiète vraiment de l'état d'esprit du pays si cette réforme passait, outre l'injustice qu'elle représente après la crise du Covid, la crise de l'inflation, alors que la guerre est à nos portes.
Alors il y avait une possibilité tout de même que cette réforme des retraites soit soumise à référendum, comme c'est la motion portée par le Rassemblement national qui a été retenue par tirage au sort. Les députés de la NUPES, PS compris, ont décidé de boycotter ce vote, alors que votre famille politique avait proposé exactement la même motion qui allait aboutir au même résultat, au même but. Les députés PS ont eu raison, selon vous, de faire passer d'abord l'ego des partis avant les idées politiques? Ils ont eu entièrement raison, parce qu'ils n'ont absolument pas fait passer l'ego des partis avant, ils ont fait passer le refus absolu et total de toute complicité avec l'extrême droite en priorité, et ils ont eu absolument raison de le faire. Je n'aurais pas compris qu'ils fassent le contraire, mais je n'avais aucun doute sur leur position. On ne joue jamais avec l'extrême droite, c'est le principe prioritaire et nous y serons fidèles. Donc si le Rassemblement national vote des mesures proposées par la NUPES, pas de souci, mais si la NUPES ne votera jamais des propositions qui viennent du Front national. Et quand ils les votent, nous ne réclamons jamais leur vote. La mairie de Paris a également mobilisé contre cette réforme des retraites. La mairie est en grève les jours de mobilisation. Est-ce que c'est le rôle d'un service public? Le soutien a été très critiqué, notamment par votre opposition de droite au Conseil de Paris. Plus il le critique, plus il lui donne de la visibilité. Donc c'est parfait. Parce que notre mobilisation, nous la menons justement pour qu'elle soit vue et entendue. Mais attention à ne pas confondre les choses. La mairie n'est pas en grève. Un certain nombre d'agents publics font grève, ce qui est leur droit, et en effet ils sont nombreux. La mairie affiche sa solidarité avec le mouvement social, elle ne ferme pas elle-même ses services, et cela consiste essentiellement à l'afficher sur les bâtiments publics, sur l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement dont le maire et la majorité est de gauche, et à fermer pour les journées de grève les expositions, la boutique de l'hôtel de ville, en aucun cas les services qui sont absolument nécessaires aux habitants. S'ils sont fermés, c'est parce que les agents publics sont en grève, ça n'est pas une décision de la mairie, donc ne confondons pas tout. Mais notre mobilisation, je vois qu'elle fait parler et elle apporte aussi au mouvement social, c'est bien le but. 20 maires de gauche ont publié une lettre dimanche dernier dans le JDD pour demander une loi de programmation et de planification des places d'hébergement pour lutter contre le phénomène du sans-abrisme, alors que selon la Fondation Abbé Pierre, il y a 330 000 sans-abri en France, soit l'équivalent de la ville de Nantes. Ça a énormément augmenté ces 10 dernières années, un constat d'échec pour les politiques menées précédemment. Comment peut-on résoudre ce problème et quelle est votre expérience sur le sujet, vous qui êtes confronté avec la ville de Paris? Toutes les grandes villes sont confrontées à cette question du sans-abrisme et au nombre de plus en plus important de personnes à la rue, parce que la politique d'hébergement n'est pas à la hauteur des besoins, et parce que la politique du logement dans notre pays est un échec, et c'est sûrement un des plus graves échecs d'Emmanuel Macron. Donc la ville de Paris avait initié avec Anne Hidalgo il y a quelques années ce qu'on appelle la Nuit de la solidarité, pour justement recenser les personnes sans abri. D'autres villes ont repris cette initiative, ce qui montre bien, lorsqu'on fait l'ensemble du cumul de ces chiffres, qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers de personnes sans abri en France, et qu'il y a des familles et des enfants parmi ces sans-abri. Et donc cette tribune des maires d'une vingtaine de villes en France, elle a pour but d'interpeller l'État pour réclamer une loi de programmation et le développement des structures d'hébergement et de logement nécessaires pour que personne ne soit à la rue dans notre pays, à commencer par le fait qu'il n'y ait aucune famille et aucun enfant à la rue. Si le gouvernement ne s'empare pas de cette interpellation pour vraiment travailler avec les collectivités et développer justement cette offre d'hébergement, nous déposerons une proposition de loi au Sénat pour faire avancer le débat et l'action publique sur ce sujet qui est absolument essentiel, on le sait, dans chacune de nos grandes villes. Toujours dans la problématique du logement, une loi anti-squat a récemment été adoptée par le Sénat. La nouvelle loi triple désormais les sanctions contre les squatteurs qui risqueront 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement si la loi est adoptée en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Les locataires qui ne paieront pas leur loyer et qui seront exclus s'exposeront également à une forte amende s'ils ne quittent pas les lieux. Alors pourquoi est-ce que vous avez voté contre cette loi anti-squat ? Exactement pour la raison dont nous parlions dans votre question précédente. Il y a plusieurs centaines de milliers de sans-abri en France
Et ce que nous propose là, en l'occurrence, la droite, c'est de faire une loi anti-squat supplémentaire, s'emparant de quelques faits divers, de quelques cas qui sont en effet scandaleux et sur lesquels la justice est saisie, pour généraliser à l'ensemble des personnes qui ont notamment des difficultés pour payer leur loyer. Donc avant de faire une loi anti-squat, il faut d'abord mener une action qui permette à chacun d'avoir un toit sur la tête dans notre pays. Ensuite, on pourra faire une loi anti-squat, mais par rapport à la situation sociale et de l'exclusion dans notre pays, cette loi est particulièrement malvenue et même scandaleuse. Et cette loi est en passe d'être votée. En revanche, vous avez remporté la bataille sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Le Sénat étant en majorité à droite, ce n'était pas gagné d'avance. Mais 16 sénateurs LR ont finalement décidé de voter pour votre proposition. L'Assemblée nationale doit encore l'adopter en deuxième lecture. Pourquoi cette loi est symboliquement importante selon vous ? Nous avons remporté une bataille au Sénat. Parce qu'il ne faut pas se tromper, nous n'avons pas inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution. Nous avons gagné une bataille qui n'était pas gagnée d'avance, c'était même une bonne surprise au Sénat, parce qu'un certain nombre de sénateurs de droite ont bougé. Pourquoi c'est essentiel de l'inscrire dans la Constitution ? Parce que nous avons vu aux États-Unis ce qui se passe, cette volonté de remettre en cause le droit à l'avortement dans un certain nombre d'États. C'est toujours une priorité des extrêmes droites lorsqu'elles arrivent au pouvoir. Personne ne peut dire que la France est à l'abri de cela. Et le recul des droits des femmes sont toujours une des premières conséquences de l'arrivée de gouvernements, de dirigeants très réactionnaires. C'est une possibilité en France et donc c'est absolument... c'est vraiment important que nous puissions aujourd'hui inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution pour protéger les femmes d'évolutions politiques qui peuvent exister dans notre pays. Alors que ce soit bien clair, si le droit à l'avortement est inscrit à la Constitution, on ne pourra plus revenir dessus. Comment ça se passera ? Une loi ne pourrait pas revenir dessus. Pour revenir dessus, il faudrait changer la Constitution, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile, ce qui nécessite un vote des assemblées et du Congrès, ce qui nécessite éventuellement un référendum. Et donc les Françaises seraient protégées d'une loi qui remettrait simplement en cause l'avortement. Ça ne pourrait pas se faire par une simple majorité à l'Assemblée nationale, ça ne pourrait pas se faire par un 49-3. Et donc nous reconnaîtrions le droit à l'IVG comme un droit essentiel inscrit dans la Constitution. Et je crois que l'IVG est un droit essentiel qui mérite d'être inscrit dans la Constitution. L'hebdo politique. Toujours avec Rémi Féraud, sénateur de Paris et président du groupe Paris en commun au Conseil de Paris. Vous avez, monsieur Féraud, je n'en doute pas, vu comme nous cette une du Parisien dimanche dernier. Paris perd ses habitants, moins 123 000 habitants en 10 ans. Est-ce que ce chiffre est inquiétant ? Non, il n'est pas inquiétant. Et il correspond à une tendance démographique qui était annoncée, après d'ailleurs une assez importante augmentation de la population parisienne dans les années précédentes. Dans les années 2000. Ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que les Parisiens aient bien accès au logement et qu'ils ne soient pas privés de cet accès au logement par le développement notamment du phénomène Airbnb ou de trop nombreuses résidences secondaires. Et c'est le cas ces dernières années. Et je le vois d'ailleurs dans mon arrondissement, le 10e. Pour faire face à cette évolution démographique qui ne doit pas se poursuivre dans les années prochaines. Il ne faut pas faire des polémiques, il faut se donner les outils. Et les outils, c'est de créer du logement social pour permettre aux familles modestes de vivre à Paris. Il faut mettre un frein au développement d'Airbnb et un vrai frein, ce dont le gouvernement ne nous donne pas les moyens ces dernières années. Et puis, il faut aussi davantage taxer les résidences secondaires et les logements vacants pour que Paris soit bien une ville d'abord pour les Parisiens. C'est très important pour son attractivité économique, pour sa vie commerciale, pour que Paris reste une ville à vivre
et non pas une ville-musée. Donc n'exagérons pas ces 120 000 habitants en moins sur 10 ans. Paris a, au cours du XXe siècle, perdu beaucoup d'habitants. Ça reste la ville la plus dense d'Europe. Il ne faut pas se tromper. Mais il ne faut pas que cette tendance se poursuive sans que nous ayons les outils pour lutter contre. C'est ce que nous réclamons à la mairie de Paris lorsque cela dépend de la loi. Et c'est ce que nous faisons quand nous créons du logement social. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dit chez nos confrères de France Info mardi matin que cette dédensification était nécessaire pour que les Parisiens puissent vivre mieux. Beaucoup de communes du Grand Paris accueillent ces nouveaux Parisiens. La région reste attractive. Ça reste quelque chose d'important quand même, cette attractivité parisienne. Bien sûr, mais en effet, il faut voir aujourd'hui les choses à l'échelle de la métropole. Et il faut aussi que l'ensemble du territoire français soit attractif. Et donc, la question, par exemple, de l'organisation des transports, de la répartition du logement et des bureaux en Île-de-France et dans la métropole du Grand Paris sont évidemment des enjeux essentiels pour l'avenir. Et il va falloir donner une nouvelle impulsion à la métropole parisienne dans les prochaines années pour faire face justement à ces défis qui ne sont pas seulement à l'intérieur du périphérique. Alors vous parliez des transports, justement, le 2 avril prochain, un référendum local aura lieu à Paris pour trancher sur l'avenir des trottinettes électriques en libre service dans la capitale. Le contrat avec les 3 opérateurs, Dott, Lime et Thiers, arrive à échéance en mars. Ces 3 opérateurs regrettent que les modalités précises du scrutin ne soient pas encore communiquées et estiment que le doute s'installe quant à la transparence du processus démocratique et la probité du scrutin est remise en question. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Là, ils sont vraiment dans le procès d'intention. Il y aura un vote des Parisiennes et des Parisiens le 2 avril, assis d'ailleurs sur les listes électorales, et que la maire de Paris, qui a dit qu'elle était pour mettre fin à aux trottinettes en libre service, qu'elle interroge les Parisiens, est la preuve de volonté justement de s'appuyer sur l'avis des Parisiens, sur un mode de transport qui pose quand même beaucoup de problèmes de sécurité, des problèmes de partage de l'espace public, des problèmes écologiques également. Donc les opérateurs défendent leur activité économique, mais c'est l'intérêt général qui doit primer dans la décision. Alors personnellement, donc j'ai bien compris que vous militeriez pour l'arrêt de ces trottinettes électriques en libre service. Quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ce choix ? D'abord, on voit bien que le développement anarchique est mal vécu par beaucoup de Parisiens qui se sentent en danger. Par ailleurs, c'est un mode de déplacement dangereux et contrairement au vélo, ça n'est pas un mode de déplacement écologique. Donc, il faut voir aussi ce qu'en pensent les Parisiens. Mais moi, je trouve que les trottinettes en libre service, très nombreuses dans l'espace public, ne sont pas une solution aux nouvelles mobilités de demain. Vous dites que ce n'est pas écologique, pourtant c'est électrique. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces trottinettes ? Leur constitution, les batteries, le fait qu'on en retrouve aussi beaucoup dans la Seine, dans les canaux, le fait qu'elles soient par leur batterie elles-mêmes des éléments polluants, et puis ensuite leur façon de stationner ou de rouler dans l'espace public aujourd'hui est insatisfaisante. Je suis élu, je sais combien les plaintes contre les trottinettes sont nombreuses, je sais aussi combien les accidents sont nombreux. Donc travaillons à favoriser le développement du vélo en sécurité plutôt que d'ajouter en plus des trottinettes électriques. Mais si les Parisiens pensent très majoritairement ou majoritairement le contraire, je pense qu'il faudra aussi les écouter. Dernier sujet avec vous ce soir, Rémi Féraud. À plus long terme, ce sont les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris donc à l'été 2024. C'est beaucoup de préparation, on imagine. Le projet de loi olympique a été adopté d'ailleurs par le Sénat. Il prévoit d'installer des caméras expérimentales, de déployer plus de drones et surtout de connecter leurs flux vidéo à des intelligences artificielles. Vous vous êtes abstenu, vous, sur ce texte. Vous avez des inquiétudes quant à l'utilisation des données, c'est ça ? Nous sommes abstenus parce que, d'abord, nous sommes très favorables à l'organisation des Jeux Olympiques, Évidemment. à leur bonne organisation avec l'ensemble des acteurs. Mais nous avons trouvé qu'il n'y avait pas dans la version du projet de loi au Sénat, après aussi ces modifications faites par la majorité sénatoriale de droite, nous avons estimé qu'il n'y avait pas assez de garanties en termes de liberté publique pendant les JO, mais aussi dans la période qui suit, et qu'il fallait que
les garde-fous soient plus importants. Donc nous allons voir maintenant, le projet de loi va passer à l'Assemblée nationale, mais nous avons porté des amendements ou contesté un certain nombre de modifications qui ne nous paraissent pas assez vigilantes sur les libertés publiques et qui ne sont absolument pas nécessaires à l'organisation des JO. Des JO avec ou sans athlètes russes ? Ça n'est pas tout à fait le sujet. Avec ou sans délégation de la Russie. Et Anne Hidalgo a raison de prendre cette position très claire. La Russie et son président Poutine ont attaqué l'Ukraine, déclenchant une guerre aux portes de l'Europe. Nous ne sommes pas co-belligérants, mais nous sommes concernés. D'ailleurs, c'est pour cela que nous soutenons l'Ukraine avec force, et nous avons raison de le faire. Il serait incompréhensible qu'une délégation de la Russie participe à ces JO si la Russie poursuit sa guerre contre l'Ukraine. Mais c'est dans plus d'1 an, et j'espère que d'ici là, l'Ukraine aura gagné cette guerre et aura reconquis l'ensemble de son territoire avec le soutien de la communauté internationale et de la France. Eh bien, merci beaucoup Rémi Merci Ferraud à vous d'avoir accepté notre invitation dans l'Hebdo Politique. Je rappelle que vous êtes sénateur de Paris. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.